Donc, comme toujours, nous utilisons beaucoup les outils de Meilleur Agent, mais bien sûr, on ne sait jamais ce qui se passe derrière. Donc, c'est l'occasion pour nous de découvrir et de voir un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui et demain. Bonjour à toutes et à tous, merci Julien de m'avoir invité. On ne se connaît pas, a priori Meilleurs Agents c'est un outil que vous connaissez, vous utilisez. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Meilleurs Agents dans les investisseurs immobiliers? Bon, on a une bonne audience, c'est bien. Je vais essayer, en fait, je ne sais pas trop ce que vous attendiez, mais donc j'ai essayé de... Je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Je vais essayer de vous présenter ce qu'il y a derrière le site. Je ne vais pas rentrer dans le détail des algos, etc., mais essayer de vous parler un peu des outils, de la data, et que vous compreniez un peu comment sont fabriqués les outils, et vous montrer que toute l'énergie et la science qu'on met derrière pour que vous puissiez avoir un outil en ligne assez accessible, assez simple et ludique, et qui vous apporte aussi de l'information intéressante. Alors je vais commencer... Il y a deux grands sujets que je voulais aborder avec vous. Le premier, comment la plateforme Meilleurs Agents devient la source d'information immobilière la plus fiable. On va regarder dans le détail comment on fabrique cet outil d'estimation. Et ensuite, je vais parler d'un service qu'on a développé il y a presque 5 ans maintenant, qui s'appelle Meilleurs Agents Patrimoine, et qui justement propose un certain nombre de services et de produits à des investisseurs de différents profils, foncières, investisseurs patrimoniaux, privés, publics, institutionnels et opérateurs, promoteurs, marchands de biens. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par le premier sujet sur la plateforme Meilleurs Agents. Déjà vous expliquer ce qu'on a voulu faire nous il y a 10 ans. Alors pour vous dresser un peu l'histoire, Meilleurs Agents existe depuis 2008. On a créé la société en mars 2008. On a mis le site en ligne en septembre 2008. À l'époque, il y avait une carte des prix uniquement à Paris intramuros. Puis après, on l'a fait évoluer Île-de-France, province. On avait une centaine d'agences partenaires à l'époque. Et depuis, on a pas mal développé l'outil. Et en fait, on se présente comme une plateforme, la première plateforme digitale de l'immobilier résidentiel qui essaye de faire parler deux populations. On a d'un côté les agents immobiliers qui veulent effectivement prospecter avec le digital, qui rentrent dans le digital parce qu'ils ont besoin, à l'instar de ce qu'on peut voir dans d'autres industries, ils sont tenus d'y aller. Aujourd'hui, les statistiques, 90% des gens qui ont un projet de vente ou d'achat commencent par Internet. À Paris, c'est peut-être probablement même 100%. Et ces agents immobiliers ont malheureusement un déficit d'image. Probablement justifié, mais en tout cas, voilà, ils ont du mal à échanger avec les particuliers qui n'ont pas forcément confiance en eux. Et on voit les particuliers qui, elles, veulent vendre ou acheter. Et l'achat en immobilier pour un particulier, c'est assez fondateur dans une famille, c'est assez important. Et pour autant, le niveau de service n'est pas forcément là chez les agents. Donc on essaye de réunir ces deux populations et faire en sorte de leur permettre de se rencontrer. Et une de nos réponses par rapport à ça, c'est d'amener de la transparence sur les agents. Je ne sais pas si vous êtes allé, sur la carte des prix, l'outil d'estimation. Est-ce que vous avez regardé sur les pages des agences? Non. Et en fait, sur chaque agence met en avant ses collaborateurs, une présentation, ce qu'elle a vendu, ce qu'elle a à la vente, les avis clients, donc plein d'informations qui permettent aux particuliers d'être rassurés à l'idée d'aller voir un tel ou un tel. Parce que c'est vrai que quand l'agent immobilier le particulier va dans la rue, il ne sait pas forcément est-ce que l'agence qui a la plus belle vitrine est l'agence la plus efficace pour mon bien, c'est pas forcément évident. Donc on essaie d'amener d'autres informations sur l'agence. Alors vous donner un peu de chiffres sur Meilleurs Agents aujourd'hui. Donc on a à peu près 520 000. Alors c'est vrai que nous on s'adresse aux vendeurs et aux acheteurs, parce que vous êtes principalement acheteurs, parfois vous êtes, j'imagine, vendeurs. Donc l'outil s'adresse à tout type de gens qui ont un projet immobilier. Mais nous, on monétise plutôt avec les agences les vendeurs. C'est-à-dire qu'on essaye de connecter les vendeurs avec les agences qui cherchent justement des mandats. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 500 000 vendeurs qui viennent sur le site estimer un bien et qui se déclarent comme vendeurs. En France, l'année dernière, on a fait 950 000 transactions dans l'ancien, je crois. Donc on a
part d'audience sur les propriétaires vendeurs qui est de plus de 50% aujourd'hui, ce qui est assez énorme. On a, ça c'est pas noté là, on a 2 millions de visiteurs uniques par mois. On a 11 000 agents sur la plateforme, donc là on intervient dans toutes les régions de France. Et on organise chaque année à peu près 100 000 rendez-vous d'évaluation. Donc en fait on connecte des propriétaires porteurs de projets qui ont un projet de vente, d'un bien en résidence principale ou en investissement, et qui veulent rencontrer des agents. Donc on connecte en fait, on est une plateforme de commerciaux qui qualifie le projet et qui connecte ces projets avec les propriétaires particuliers, avec les agences. Et enfin, un autre chiffre intéressant qui va vous intéresser, c'est 6% d'erreur médiane sur les prix. C'est quoi? C'est que quand on... alors ça c'est une erreur à Paris Intramuros. On travaille en permanence, vous allez voir, on travaille les outils pour améliorer l'outil d'estimation, mais à Paris Intramuros, on a 6% d'erreur médiane. C'est quoi? C'est l'écart de prix quand on compare notre outil d'estimation en ligne avec une vente qui s'est réellement faite tout récemment. Ça on le fait sur des dizaines de milliers d'échantillons. On a une erreur médiane de 6%, c'est-à-dire qu'on est en général le prix que donne l'algorithme par rapport au prix de vente réel, on est plus ou moins à plus ou moins 6%. Quand on fait l'exercice avec un agent immobilier qui va sur place, l'erreur médiane est entre moins 5 et plus 5. Donc on a, je ne sais pas si vous achetez principalement à Paris, mais en tout cas à Paris Intramuros, on a un outil d'estimation qui est quasi proche de ce que peut faire un agent immobilier en allant sur place. Alors que nous, l'outil, évidemment, ne va pas visiter le bien. Vous allez pouvoir renseigner. Est-ce que vous allez essentiellement sur l'outil en regardant le prix au mètre carré moyen, ou est-ce que vous créez un compte et vous allez mettre le détail d'un bien? Plutôt la première. Deuxième. Deuxième. Donc vous rentrez dans le détail, vous avez un compte sur le site. Et voilà. Donc cet outil-là, quand vous allez jusqu'en bas du formulaire, à Paris Intramuros, vous avez une erreur médiane qui est plus ou moins 6%. Donc on a un outil qui est quand même qui a bien évolué ces dernières années. Alors bon, ça vous connaissez, hein, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Donc on a essayé d'apporter une information à l'adresse précise. Donc aujourd'hui, on a une carte des prix à l'adresse principalement dans toutes les villes, Paris, Île-de-France, dans toutes les villes. Et je crois dans les 50 plus grandes villes françaises. Donc toutes les grandes villes qu'on connaît, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, etc. On a une carte des prix à l'adresse. Et dans d'autres villes plus petites, on a aussi une carte des prix à l'adresse. Et on travaille en permanence avec notre équipe de scientifiques sur l'amélioration des cartes et la création de nouvelles cartes à l'adresse. Et là, on voit effectivement que sur la carte, on a plein d'informations, mais ça, je pense que vous connaissez. Il y a plein d'informations aussi sur l'évolution des prix dans la zone, le volume d'acheteurs, etc. Alors, on essaye en fait, ce que nous on essaye de faire depuis le début, c'est de faire en sorte que on soit une représentation digitale du marché immobilier résidentiel. Donc là, on voit notre carte. Donc on a carte Google. Ensuite, on a le cadastre numérique. Et ensuite, des couleurs en fonction des prix. Évidemment, vous connaissez le code couleur. Plus c'est rouge, plus c'est cher. Plus c'est vert, moins c'est cher. Mais l'échelle est adaptée à la ville ou à la zone où on est, évidemment. Et puis voilà, vous avez Street View, donc vous voyez cet immeuble, la rue de la Convention, qui est assez récent, et on le voit là. Et on voit bien que cet immeuble récent est plus qualitatif que les autres de la rue, et on voit bien qu'il ressort dans un niveau de couleur supérieur à ceux qu'on a à côté. Donc on essaye, parce que c'est vrai qu'avant Meilleurs Agents, quand vous voulez avoir un prix sur un bien, quand vous voulez acheter un bien dans une rue, en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on a, je ne sais pas si vous faisiez, mais vous appelez un notaire, vous interrogez la base des notaires, vous avez quelques références de vente sans avoir de numéro de rue. Et dans certaines rues à Paris qui sont très longues, on peut avoir des écarts de prix importants. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est remettre de l'information sur l'immeuble, en fonction de l'immeuble, parce que je sais que chaque immeuble a sa spécificité, et on le voit bien là, si on montre ce slide-là, qu'il y a une vraie hétérogénéité des données, parce que entre voilà, les transactions se font à différents moments et les immeubles sont tous différents. Donc notre métier, c'était d'essayer de donner de l'intelligence à la data. On parle beaucoup de smart data, de big data en ce moment.
c'était notre idée, c'était de donner de l'intelligence à la data et d'être capable de regarder des transactions qui ont été faites dans une zone et de leur donner un niveau de prix, enfin de valeur à aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'explique là. Donc en fait, si on regarde à Paris, je crois qu'il y a il doit y avoir une transaction tous les 5 ans dans les immeubles parisiens. En fait, quand vous avez une transaction en 2015 dans un immeuble et une autre en 2010, de savoir combien ça vaut en 2018 dans cet immeuble, c'est pas simple. Parce que la data d'il y a 3 ans ou d'il y a 8 ans, elle ne veut pas dire grand chose en absolu. Nous, notre travail, c'était d'être capable de donner, de créer une courbe d'indice pour aller chercher le prix à aujourd'hui. Donc on a travaillé avec notre équipe. Et là, on voit effectivement, on prend plein de data dans une zone et on va travailler comme ça et on va regarder à la fois ce qui a été vendu dans l'immeuble, mais également ce qui a été vendu autour. Donc on va regarder, voilà, là il y a un certain nombre de transactions qui ont été faites récemment dans cette zone-là, et on va regarder si éventuellement il y en a eu dans cet immeuble, et on va essayer de travailler pour donner un prix à cette adresse-là. Voilà, et c'est pour ça que parfois, sur certaines cartes des prix, vous avez des immeubles en monopropriété où il n'y a pas eu de transaction, et pour autant on est en capacité de donner un prix. Parce que justement, tout autour, il y a eu des transactions, plus ou moins récentes, qu'on va actualiser aujourd'hui, et ça va nous permettre de donner un prix sur cet immeuble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si vous recevez le baromètre qu'on fait tous les mois, mais en tout cas, on met les prix à jour tous les mois. C'est-à-dire que là, on est le 6 octobre aujourd'hui. On a mis les prix à jour il y a 5 jours, au 1er octobre, tous les mois. Depuis 10 ans, tous les premiers du mois, vous avez des prix à jour sur les dernières transactions qui ont été réalisées. C'est pour ça aussi que, notamment à Paris, Île-de-France, on donne les tendances d'évolution de prix et par rapport aux notaires qui communiquent également, mais qui communiquent sur les actes authentiques. Parce que nous, notre spécificité, c'est qu'on prend la data, on prend différentes datas, mais on a notamment une data qui est la vente, la promesse de vente signée par les agences partenaires. Et du coup, quand on a la promesse de vente, on a 3 mois d'avance, parce que c'est la transaction qui vient juste de se faire. Donc on est en capacité, comme on a des gros volumes, de recalculer les prix sur la base de ce qui s'est vendu. C'est pour ça qu'en octobre 2008, quand Lehman Brothers venaient de déposer le bilan, on était les premiers à dire attention, le marché est en train de corriger. Alors les notaires, à l'époque, disaient que les prix étaient plutôt tirés à la hausse. Pourquoi? Parce qu'eux, ils travaillent sur les actes authentiques, le temps qu'ils agrègent leurs données, il y a quelques semaines de décalage et ils ont souvent 4-5 mois d'écart avec nous. Voilà. Comment accédez-vous aux promesses de vente sur des données confidentielles? C'est les agences partenaires qui nous les remontent. Parce qu'en fait, l'agence immobilière, mais tout ça est calibré, hein, c'est encadré juridiquement dans un contrat avec eux. Avec eux, mais pas avec les signataires de la promesse de vente. Ben, ils ne remontent pas l'information sur qui a vendu. Hein. Ils remontent juste l'information sur le bien. Donc on ne sait pas qui a vendu quoi à qui, on a juste la data immobilière. Et en fait, l'agence, pour se mettre en avant sur le site, pour montrer ce qu'elle a vendu, à l'instar de ces panneaux qu'elle va mettre dans la rue, elle va pouvoir sur le site Meilleurs Agents mettre ces panneaux et on lui propose de mettre 2 ans d'historique de vente, ce qui lui permet de montrer vraiment sa capacité à vendre dans un quartier. Et ben, cette data-là qui lui sert à se mettre en valeur, nous, elle nous sert à réévaluer le prix dans son secteur. Donc c'est donnant-donnant, parce que du coup ça permet à tout un chacun et à l'agent d'avoir de la data à jour, ce qui permet aussi de fluidifier un peu le marché en essayant de ramener les propriétaires et les agents sur des niveaux de valorisation qui sont cohérents par rapport à ce qui s'est vendu récemment. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, là je passe rapidement, mais on a aussi beaucoup de travail. On travaille beaucoup sur la géographie, parce qu'en fait, d'avoir la data avec l'adresse c'est bien, mais parfois entre le cadastre, c'est pas forcément évident de géolocaliser les transactions. Il y a parfois des incompréhensions dans les différents outils, donc on travaille aussi beaucoup la géologue. On est en train de développer des outils pour toujours améliorer ça. Et on a même des géomaticiens, c'est des mathématiciens qui font de la géolocalisation pour justement retranscrire une data à l'adresse. Voilà, donc on voit ici que
sur un pâté de maison, on peut avoir différents types d'actifs. Donc on va prendre un peu de data de celui-là, celui-ci, pour essayer ensuite de redonner une valeur à cette Haussmannien où on a peu d'informations. Donc on va vraiment travailler, la data dans les différentes dimensions. Et pour conclure un peu, pour vous donner un peu une vision de ce que vous voyez, en fait, parce que tout à l'heure je me tourne le dos. Vous voyez un petit peu ce qu'on utilise comme data. Déjà on a une équipe scientifique, on a 10 personnes avec un directeur scientifique. On a les données des notaires. Donc par Île-de-France, on a accès à la base bien que vous devez connaître. Et ça, on y a accès depuis 2008. Et la base bien existe depuis 90 ou 91. Donc on a presque 30 ans d'historique de vente à Paris et Île-de-France. On a aussi nos agents, j'en parlais tout à l'heure, qui alimentent en temps réel les promesses de vente qu'elles signent. Là c'est 7000, en fait il y a une erreur, aujourd'hui on a 11 000 agences. On travaille aussi sur des données INSEE, des données démographiques, socio-économiques sur le taux de chômage, etc. Ce qui permet, si demain vous achetez un actif dans une ville qui est peut-être un peu moins connue, et ben vous avez plein de data pour savoir comment évolue la ville, l'évolution de prix et le taux de chômage, etc. C'est des données qui sont importantes pour savoir si le marché est dynamique. Les utilisateurs, je ne sais pas si vous avez vu quand vous faites une estimation, on vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Trop cher, pas assez cher, etc. Puis on vous demande. Donc on ne prend pas la donnée telle qu'elle pour faire évoluer le prix. En revanche, ça nous permet d'identifier des zones où on ne serait pas très bon. Parce que c'est un outil qui s'améliore en permanence. Et c'est pas une science exacte, donc de savoir s'il y a 10, 15, 20 propriétaires qui nous disent attention là si vous êtes trop cher, ben on se dit tiens on va retravailler l'algo à cet endroit là pour voir s'il n'y a pas un truc qui coince. Voilà, on a un comité scientifique aussi qui travaille avec notre équipe de data scientists pour améliorer tout ça. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, derrière le site public que vous connaissez, qui est assez ludique, qui est assez efficace, mais qui est très simple d'accès, vous avez beaucoup de sciences. C'est pour ça qu'il y a certains autres sites ont essayé de nous copier, mais pour l'instant ils n'ont pas réussi à amener la pertinence sur le prix. C'est pas du tout évident ce qu'on a fait. On a mis pas mal d'années pour en arriver là. Est-ce que sur ce premier sujet qui est pour moi très important, vous avez peut-être des questions? Parce qu'après j'arrive sur le thème. J'ai une question. Je crois que c'est J'ai une question concernant les données, donc la data qui est source de votre site. J'ai une question concernant les données de vente au départ. Donc rentre en ligne de compte les données qui ont été fournies par les agences. Vous avez un label, quelque chose qui permet de certifier l'exactitude des données de ces agences, d'une part. Ça c'est la première question. Et la deuxième, les transactions particulières ont-elles en ligne de compte aussi? Entre particuliers, je veux dire, sans qu'il y ait une agence qui vienne se vérifier. Alors, la première question, on fait des contrôles, alors évidemment pas tous, parce qu'on a des dizaines de milliers de transacts, mais on fait des contrôles sur les registres des agences, pour vérifier que l'agence qui nous a déclaré est une vraie transaction. Donc voilà, on check, on fait du fitting, et on check régulièrement pour s'assurer que les agences... alors ça se fait aussi beaucoup de plus en plus maintenant par passerelle entre logiciels de transaction. Donc en fait, on évince quand même des erreurs parce que justement c'est des dossiers de transaction que les agences avaient, elles ont commercialisé le bien, puis quand elles ont vendu, elles ont juste à cliquer dessus. Alors nous on permet aussi aux agences de mettre des annonces sur le site. Ce qui n'est pas notre métier c'est pas de faire de l'annonce de vente, nous c'est vraiment d'aider les vendeurs. Donc ces annonces-là, quand l'agence a vendu, elle peut cliquer sur un bouton et tout de suite transformer cette annonce en transaction. Donc en général, on limite les erreurs. Et votre deuxième question, on a les ventes entre particuliers, mais ils sont montés par la base des notaires. À Paris, Île-de-France. En province, on n'a pas accès à la base Perpal, puisqu'ils ne la vendent pas. Donc on n'y a pas accès, donc on a trouvé d'autres moyens. Mais en tout cas, à Paris, Île-de-France, on a accès aux ventes de particuliers. Bon, nous, on ne sait pas si c'est des ventes de particuliers ou pas. Nous, on a juste la data immobilière. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. J'ai une dernière question, et après j'en finis, parce que vous poursuivez. Concernant les ventes à Paris, du coup, rentrent en ligne de compte les commissions d'agence dans le calcul des prix, je suppose.
avez fait pas le distinguo entre... Tout est en net vendeur. Tout est en net vendeur. Ouais. Sur le site, c'est précisé hein, quand vous faites une estimation. Il y a une petite info et on précise tout en net vendeur. Il y avait monsieur, je crois. Ouais, vous avez touché un peu la question, du coup, en répondant à la deuxième question de monsieur. C'était sur votre niveau de fiabilité entre les ventes qui se déroulent en Ile-de-France, où là, il n'y a pas une première des notaires, versus en province. Vous avez d'autres sources, c'est quoi ces sources-là? En province? Ouais. En province, on utilise nos agences partenaires parce que, je sais pas, à Paris, IDF, on doit avoir, je sais pas, 2000, 3000 agences, mais on en a du coup plus de 7000, 8000 en province. En France, il y a entre 25 et 27 000 agences, donc on a déjà 40% du marché. Donc en province, on utilise quoi? On utilise les datas d'agences partenaires qui remontent déjà en grand nombre au moment de la promesse de vente, les feedbacks d'internautes et aussi les annonces. C'est-à-dire qu'on va regarder les annonces et qu'on va retravailler, décoter, parce qu'effectivement une annonce souvent entre le prix de présentation, la négo, les honoraires pour arriver au net vendeur, il y a peut-être, je sais pas, en moyenne il doit y avoir entre 12 et 15% d'écart à chaque fois. Donc on va retravailler les annonces, ce qui nous permet, plus les outils de géologue, parce qu'on a des outils qui permettent de décrypter un texte d'annonce et de lui donner une dimension géo. Pas forcément tout le temps, mais parfois il y a marqué proche, mairie, machin, proche. Et là on a créé des outils qui permettent de géolocaliser. Et ce que vous remonte vos agences partenaires, c'est du déclaratif, on est d'accord, au moment de la promesse. C'est déclaratif et, comme je disais tout à l'heure, c'est au moment de la promesse, c'est des passerelles avec leur logiciel de transaction. Donc c'est des dossiers de vente qui sont transformés en transac, donc avec leur process de signature de promesse, etc. Et au moment de la promesse, ils cliquent et ça part directement. Je ne sais même pas si eux interviennent, en fait, ça part directement dans nos outils. On a développé des passerelles avec les logiciels AC3, Pericles, etc. Vous connaissez peut-être. J'ai une petite dernière question. Concernant la base de données des notaires, est-ce qu'en tant que particulier, on y a accès? Je crois que sur le site des notaires, vous y avez accès. Il me semble de mémoire, parce que moi je ne vais jamais, mais c'est payant. C'est 10 € pour une adresse et vous avez quelques transactions autour. Mais maintenant, c'est gratuit. C'est sur Patrim, effectivement, c'est gratuit. Mais c'est toujours pareil, c'est que la data, Patrim, c'est gratuit. Mais sauf que de savoir qu'en face, c'est vendu il y a 3 ans un appartement de 80 mètres à, je sais pas, à 600 000 €, ça ne nous raconte pas grand-chose à aujourd'hui, en fait. C'est pour ça qu'on a créé ce truc-là. La donnée brute est intéressante. Si elle est récente, elle peut avoir du sens. Si elle est très vieille, c'est plus compliqué. Et nous, on va brasser à la fois ce qui s'est vendu dans l'immeuble et ce qui s'est vendu autour. Donc, on travaille vraiment la matière. Nos données alors ça je pourrais pas vous répondre, je sais pas. On a une équipe on a l'équipe data qui travaille sur les sujets et on propose un certain nombre de services à des tiers et je sais pas ce qu'ils ouvrent en fait. Et pourquoi vous avez une start-up, vous cherchez des... Oui, je veux savoir en fait si vous avez des API ouvertes et s'il y a la possibilité d'accéder à vos informations. Je crois qu'il y a une API qui est en train de se faire, mais je ne saurais pas savoir, je ne pourrais pas vous dire. Mais si vous voulez, je vous donne ma carte et je vous connecterai avec les bonnes personnes de chez nous. Il y avait une question. On parle fort là pour le coup. Pour les locaux commerciaux? Non. Non. Non, malheureusement j'adorerais parce que ça m'arrive d'avoir des murs de boutique à vendre, mais je galère. Il n'y a pas d'outils. Je crois qu'il y a la place de l'immobilier, la HBS Research, c'est ça, je crois. Il n'y a pas beaucoup de data sur le tertiaire et en général c'est les brokers du tertiaire qui ont leur équipe d'études avec leur data. Ils ne partagent pas trop et nous on n'y a pas accès. On serait en capacité technique de faire un truc sympa. Mais bon, on a déjà tellement de sujets sur le référentiel. Non. Poursuis. Après, si vous avez d'autres questions sur ça, on pourra y aller. Une question, comment vous rémunérez en fait chez Merlin-Argent? Alors, il y a plusieurs sources de rémunération. La première, la principale, c'est l'abonnement des agences. Parce qu'en fait, les agences pour être chez nous, elles payent un abonnement qui varie en fonction des régions. Donc ça, c'est la première source.
La deuxième source, c'est la transaction, parce qu'en fait, on met en relation des agences, des propriétaires porteurs de projets avec des agences immobilières. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on organise le rendez-vous. L'agence, elle va chez le propriétaire et puis elle fait éventuellement signer un mandat simple, un mandat exclusif. Et s'il y a une transaction, elle nous reverse une partie de sa com. Donc nous, on a une carte de transaction, on a une carte T. Et donc on est considéré comme un apporteur d'affaires, on prend une com sur la transaction. Voilà. Et puis après il y a aussi des services qu'on propose à des banques, à des différentes structures, plutôt sur la data. Bon, je poursuis. Donc là je vais vous parler un peu de Meilleurs Agents Patrimoine, qui est aussi une autre source, je ne vais pas parler, mais une autre source de chiffre d'affaires. En fait on a constaté que tout ce qu'on avait développé en termes d'outils, on avait beaucoup de propriétaires qui venaient sur le site, et parmi les propriétaires, il y avait des gens qui avaient des profils un peu différents ou qui avaient des actifs un peu différents. Et on a développé une activité auprès d'un certain nombre d'institutionnels, j'en parle un peu ici. En fait, ce qu'on appelle nous l'immobilier des grands propriétaires, c'est des propriétaires, des multipropriétaires de biens, de lots diffus. Ils ont des problématiques de vente, ils ont besoin d'être accompagnés un peu différemment de ce que peut faire une agence. Donc là on travaille avec des fondations, des associations, des établissements bancaires, des multipropriétaires biens résidentiels. On commence à travailler aussi maintenant avec des bailleurs sociaux qui ont des lots qui leur restent à droite et à gauche et qui veulent vendre pour réinvestir dans des constructions d'immeubles. Et on a aussi constaté que sur le site Meilleurs Agents, il y avait des propriétaires qui venaient, qui estimaient un appartement 3 pièces, 60 mètres carrés, et puis en fait quand on les appelait, ils disaient en fait avec mon frère et mes 2 fils, on est propriétaire d'immeubles. Donc là on a mis en place un service pour les accompagner sur la vente, un peu différent de la vente classique d'une agence lambda. Donc on essaie d'apporter le même niveau de service qu'un broker qu'on connaît, type CBRE, Jones Lang et autres, les gros brokers en tertiaire. On essaie d'apporter ce niveau de compétence avec une proximité d'une agence régulière. Donc là, on va piloter la vente et dans la plupart du temps, on va déléguer ça à une agence locale et on va aussi proposer à des investisseurs, c'est pour ça que je vous ai mis un slide, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. On va proposer ces actifs-là à des investisseurs qui ont des différents profils, comme j'en parlais tout à l'heure. Des promoteurs, des opérateurs, des investisseurs patrimoniaux, des foncières, des fonds, plein de gens qui ont des profils différents et qui cherchent des actifs immobiliers résidentiels, soit avec l'envie d'aller chercher de la valeur pour faire une revente derrière en bloc ou à la découpe, soit plus dans une optique patrimoniale long terme, aller chercher du rendement un peu partout en France. Voilà. Donc on a créé cette structure chez Meilleurs Agents en 2014, donc ça fait un peu moins de 5 ans. On est une petite équipe, on est 7. Voilà, et on fait vraiment du sur-mesure. Et on va de l'avis de valeur jusqu'à l'acte authentique. C'est vraiment un accompagnement complet. Puis on fait même de la conciergerie, on va gérer toutes les petites problématiques qui peuvent s'inviter dans les transactions. On a un juriste, on a tout ce qu'il faut pour vraiment rentrer dans le détail de l'actif. Souvent, c'est des actifs un peu complexes à travailler. Et on va vendre en fait de profil, donc l'appartement classique, ça c'est un Haussmannian, on vend aussi des choses moins quali, des maisons à Paris, en Ile-de-France, même en région, parce que ce qu'on fait c'est qu'on s'appuie sur notre réseau d'agences, donc on a 11 000 agences, ce qui fait qu'on peut répondre quand une association, l'Institut Pasteur par exemple, pour les citer, vient nous voir, il nous dit voilà j'ai 5 appartements, une maison à vendre à Bron à côté de Lyon, j'ai un appartement à Mulhouse, j'ai un appartement à Villebreteuil, comment vous pouvez vous en occuper? Donc nous on s'appuie sur nos agences locales et on va faire le pilotage, on fait un peu ce que fait un architecte, c'est-à-dire qu'on va choisir les meilleurs pros dans la zone et puis on va piloter la transaction jusqu'à la vente. Voilà, avec du reporting dessus, je vais vous montrer tout ça. Et on fait de la vente d'immeubles en bloc. Et aussi on fait de la vente de murs de boutique, le cas échéant. Donc on va établir l'avis de valeur, on va vraiment rentrer dans le détail pour définir la vraie valeur du bien, on va piloter la vente et on va effectuer, comme je disais, toutes les missions de conciergerie, gestion des clés, des diagnostics, faire vider l'appartement, parce qu'on travaille avec des associations qui récupèrent des biens en legs immobilier. Je ne sais pas ce que c'est le principe du leg, c'est souvent des gens qui n'ont pas d'héritiers et qui lèguent à l'Institut Pasteur, à Secours Populaire, l'appartement, ce qui permet à l'association
Il y a beaucoup de fondations et d'associations qui vivent avec ça. Ça leur permet de récupérer des montants assez importants. Et pour réinvestir, en fait, donc on transforme cet actif-là en liquidité et ils réinvestissent dans l'objet de la fondation de l'association. Sauf qu'en général, c'est des personnes âgées, les appartements sont à rénover, c'est pour ça que ça peut vous intéresser aussi. Ils sont à rénover, souvent très chargés avec des meubles, etc. Donc nous, on va tout prendre, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir une société qui va tout vider, on va faire nettoyer l'appartement, parfois s'il y a un jardin, on va faire défricher le jardin, etc. On va gérer toute cette conciergerie-là. Qui est connexe mais qui est super important pour rendre beaucoup plus fluide le bien. Alors, je parlais d'études de marché, donc on va faire une étude détaillée, c'est-à-dire que donc là on rentre vraiment dans le détail et c'est pour ça aussi qu'on a une carte T, c'est qu'on opère la transaction, donc le mandat va être signé avec nous, donc l'association, la fondation, la banque va signer le mandat avec nous en exclusivité. On va faire intervenir à chaque fois 2 agences pour avoir un avis de valeur détaillé et puis avoir une double vision de l'agence. Donc on prend des agences locales et on va s'appuyer, comme je disais tout à l'heure, sur notre réseau. On les fait intervenir, elles nous remontent de l'information et ensuite on va constituer, là il y a que 2 pages, il y a 2 pages de l'avis de valeur, mais on va constituer un avis de valeur très détaillé avec des datas que nous on a et qu'on va remettre dans l'avis, avec déjà la visite des agences, puis des références de transactions et plein d'autres choses, d'évolution de prix, etc. pour définir le vrai prix de marché du bien. Ça permet à ce propriétaire-là d'avoir un avis de valeur qui est du niveau d'un rapport d'expertise et ça lui permet de vraiment savoir quel est le prix du bien. En général, on met un prix de marché et un prix opportuniste avec un peu d'ambition. Et puis, s'il est d'accord, il nous confie le mandat exclusif et on délègue. Là, je vous montre comment ça s'organise, c'est-à-dire que le propriétaire est là, nous on met la couche de service et ensuite on a les agents immobiliers qui sont derrière et qui eux vont opérer la vente. Donc nous on fait un peu ce qui se fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a un agent côté acheteur, un agent côté vendeur. Donc nous on est côté vendeur. Et ce qui est bien, c'est que quand effectivement le propriétaire a des biens partout en France, parfois on en a 10, 20, 30, 40 à suivre, il a une tête chez nous et on va opérer 40 transactions avec peut-être 80 agences, mais lui il voit pas ce qui se passe derrière. On va tout piloter. Et donc il y a des agents. S'il y a une agence qui n'est pas efficace, ça peut arriver, on la change, on en met une autre, et on opère le truc tout seul, on n'a pas besoin de lui demander. Il y a un tableau de bord, je vais vous montrer, qui permet de suivre les visites, les pubs, etc. On peut libérer. La commission est tout compris, c'est tout compris parce que le propriétaire contracte avec nous, il nous donne des honoraires qui sont entre 4 et 5%. Ce sont des honoraires déjà un peu moins chers que le marché. Et on va faire ce qu'on appelle un intercabinet avec l'agence. Donc en fait pour le propriétaire ça ne change rien, en fait il paye des honoraires qu'il paierait de façon classique avec une agence, peut-être même un peu moins cher, mais il a toute la couche de service qui lui permet d'être serein sur la transaction. Il y a un conseiller dédié, comme je disais, c'est que voilà, moi j'ai des collaborateurs qui ont 5-6 clients et ils font toutes leurs transactions et ils vont opérer dans l'année peut-être une centaine de ventes, mais ils ont une seule personne. On fait du reporting consolidé, etc. Donc c'est assez confortable. Et on a une concurrence saine et nous c'est vraiment important d'avoir une double vision des agences. Parce que souvent, notamment dans le monde associatif, quand les associations appellent directement une agence, l'agence malheureusement elle a ce travers de dire c'est une association, ils sont à Paris, moi je suis à Montpellier, ils ne connaissent pas le marché, je vais taper peut-être un peu plus bas et je vais faire une vente rapide. Donc nous on essaie de mettre ça de côté. Déjà on travaille avec des agences qu'on connaît, qui sont partenaires, dont on connaît les stats et la performance, et puis surtout on a deux visions. Et puis nos collaborateurs c'est des gens qui ont entre 5 et 15 ans d'expérience dans l'immobilier et qui sont en capacité de comprendre et de challenger une agence. Et puis on challenge aussi l'avis des agences, sur le prix notamment, avec nos data. Et si on constate dans une ville, dans un secteur ou dans un immeuble, on est à 2005 du mètre, l'agence nous dit ça vaut 1400, on dit ok pourquoi pas, mais expliquez-nous ce qui se passe. Donc voilà, je vous montre rapidement le tableau de bord. Donc en fait c'est un tableau de bord qui se construit, qui est chez nous, qui est hébergé chez nous et qui se construit avec les données que les agences remontent. Donc on voit déjà les données sur les annonces, les visites, les pubs. Si on clique là, c'est statique là, mais sinon c'est dynamique. On clique, on voit le détail des visites avec le nom des acquéreurs et ce qu'ils pensent du bien.
Voilà, si le prix a évolué, on peut changer le prix et puis on voit comment ça évolue en termes de retour. Et ça, c'est vraiment un outil fabuleux pour comprendre ce qui se passe sur le bien et savoir si le prix est bien positionné ou pas, et si on va dans le bon sens ou pas. Voilà. Et ça permet aussi à tous les clients grands comptes avec qui on travaille d'avoir de la data qu'ils peuvent présenter en interne. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui sont contrôlés, il y a une hiérarchie, il y a des contrôles internes. Dans le monde associatif, il y a le comité de la charte, qui est une réunion de plusieurs associations qui contrôlent en fait les associations, parce qu'il y a pas mal de travers avant. Donc il y a ça, il y a des contrôles des autorités de tutelle, la préfecture, il y a des contrôles internes, le commissaire en compte, etc. Donc ils ont besoin de justifier. Et ce qui est intéressant pour eux, et ce qu'ils aiment, c'est que voilà, tout est auditable, tout est justifiable, et il y a de la data et du concret à chaque fois. Et donc, comme je disais, on s'appuie sur notre réseau d'agences. Voilà. Bon, là, on voit pas, mais en fait, on en a quand même. Mais en fait, on a des agences partout. Et donc, et notamment pour les associations un peu moins, parce que c'est plutôt dans les grandes villes, mais on travaille beaucoup avec des banques qui ont récupéré malheureusement des biens en adjudication qui avaient été, ils avaient prêté à des gens et ils ont un événement de famille qui fait qu'ils n'arrivent plus à payer l'échéance. Donc là, ça part au contentieux, adjudication, la banque se récupère le bien et du coup remet en vente. Et parfois on a des biens pas simples à vendre dans des zones rurales à circuler, etc. Et l'intérêt, c'est que comme nous on va s'appuyer sur des agences locales, parfois on a des biens, je sais pas, à 30 km au sud de Sancerre, en pleine campagne, où il y a 3 agents immobiliers dans la zone qui sont pour certains partenaires, et on va vraiment s'appuyer sur eux qui eux connaissent bien le marché. Voilà. Et du coup on a des performances, parce que même sur des biens, dans des marchés difficiles, des biens qui ne sont pas liquides, qui sont en plus pas en super état, on arrive à transformer à 70%. C'est une belle performance, parce qu'on a des agences performantes sur le terrain, et parce qu'on met cette couche de service qui fait que on lâche rien sur le dossier. Voilà, je fais un peu ma pub là, mais quelques références. Voilà. Hôpitaux de Paris, ça fait presque 10 ans qu'on découpe pour eux chaque année 4-5 immeubles, une cinquantaine d'immeubles à Paris, tout bien placés. On travaille pour des banques. INLI, c'est une nouvelle entité dans le groupe Action Logement, UNICEF, Pasteur, voilà. Donc voilà l'activité Meilleur Agent Patrimoine qui est peu connue et qui est présente. Et sinon, l'autre activité que je présentais tout à l'heure rapidement, c'est que on arrive aussi à sourcer des actifs un peu singuliers qui sont différents de l'appartement, de la maison classique. Type immeuble, mur de boutique, parfois même un plateau de bureau. Je suis allé voir cette semaine un plateau de bureau dans le 11e qui appartient à un privé qui se posait la question de vendre. Donc on peut avoir ça. Donc là j'ai mis quelques exemples, hein, mais on en vend entre 10 et 15 par an. Donc là quelques immeubles. Ça c'est un immeuble dans le 15e qu'on a vendu là il y a un mois. Donc qui a été présenté par la mairie, ça arrive aussi. Clichy, voilà. Donc, et ça c'est des biens qui... bon, c'est sur des montants, là si je prends les différents exemples, ça s'est vendu autour de 500 000 €. Et puis ça c'était autour de 9 millions, voilà. Donc on a notre spectre d'intervention, il est assez large parce que ça m'est arrivé de vendre un immeuble à 300 000 € à Montreuil, avec un peu de réserve foncière et avec un projet d'extension possible, jusqu'à un immeuble dans le 15e sur lequel je travaille en ce moment à 15 millions. Donc c'est un spectre assez large. Et j'ai pas mal de dossiers entre 500 000 et 2 millions d'euros. Peut-être des dossiers qui peuvent vous intéresser dans le cadre de vos investissements individuels ou à plusieurs. Voilà, donc quelques immeubles sympas. Et à chaque fois, c'est des immeubles sur lesquels il y a une opportunité, parce que beaucoup ont été achetés par des marchands. Donc un opérateur patrimonial peut trouver une belle plus-value aussi en achetant sur des niveaux de prix de marchand, où là il y a un peu de travaux, il y a un peu de réflexion à faire. Celui-ci, il y avait un garage à récupérer derrière dans lequel vous pouvez faire un loft, faire un truc sympa, donc il y avait la création de valeur. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce métier. Là c'est une vraie dent creuse à Clichy, à côté du futur palais de justice. Il y a la possibilité de monter, je pense que l'acheteur il va faire un hôtel, il a envie de faire un hôtel à cet endroit-là. Ça c'est à Évreux, il y avait un beau commerce en plein centre d'Évreux. Bon, c'est pas une ville ultra dynamique Évreux, mais bon, la renta. Comment ? C'est en face de la gare, c'est bien. Ah, vous connaissez ?
Et ben, en fait, celui qui a acheté, c'est un marchand, il va probablement rénover l'appart qui est vide, il va découper, il va garder le commerce et ça va lui ramener, je sais pas, 12 ou 14% de renta après l'opération. Ah bah c'est lui. À côté. J'aurais pu vous le proposer à l'époque si je vous avais connu. Voilà, donc voilà les actifs qu'on peut avoir et du coup je vais jusqu'au bout hein, pour la pub. Voilà ce qu'on a à vendre en ce moment. Donc c'est assez varié en fait. Là on a une boutique dans le 7e, rue Vanneau. Rentabilité faible, c'est peut-être moins votre sujet, mais localisation top, c'est juste derrière le bon marché. Ce qui est marrant, c'est que cette boutique elle est vendue au même prix que cet immeuble à Aulnay. Là on est à 500 000 €, et 70 mètres, mais il faut tout à refaire. J'ai déjà une offre au prix, donc si vous voulez vous positionner, il faut aller vite. Celui-ci, c'est un petit immeuble à Aulnay-sous-Bois dans lequel il y a pas mal de travaux. Donc, si vous êtes en mode déficit foncier, c'est intéressant parce qu'il y a des travaux parties communes et 2 apparts à refaire. Rentabilité potentielle 9%, donc là on est sur des meilleurs rentards. Non, c'est brut, c'est pas acte en main, c'est brut. Et j'essaie de vendre mon truc. Ça sent la 4 en vrai. Ouais. Non, mais oui, je sais plus ce que je disais, mais oui, alors cet immeuble-là à Meudon, ça c'est bien placé, c'est pas très loin des transports, c'est un peu grand, et là il y a aussi des travaux. Potentiel renta à 6%, avant travaux. Parce qu'en fait la renta acte en main, ça dépend du statut que vous mettez derrière, parce que si vous avez un statut déficit foncier, il faut intégrer l'incidence fiscale dedans, donc c'est difficile d'avoir un acte en main qui va à tout le monde en fait. Et ensuite là c'est un autre actif, là c'est vraiment différent, mais je parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui voulait faire des club deals, ça peut être un club deal, mais là on est sur un budget à 12 millions d'euros. Ce qui est intéressant c'est que c'est un monolocataire, c'est Socotec, c'est ultra sécure, c'est un bail 369, voilà. C'est une structure qui est là depuis longtemps, ils ont 1,5 million de capex, ils sont en train de tout rénover, ils sont en train de rénover l'immeuble. La renta est pas très élevée, en revanche c'est ultra sécure. Pour vous emprunter à 1,5-2, d'avoir une renta à 4,8, c'est pas débile. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, les profils des vendeurs derrière, c'est quoi? Alors oui, alors ça c'est un particulier qui a fait de l'investissement un peu comme vous, qui avait acheté des appartes à Saint-Denis, que je lui ai revendu l'année dernière, et donc il m'a confié ce petit immeuble. Ça c'est un immeuble qui appartient aux hôpitaux de Paris. Et on a découpé, on a vendu quasi tous les apparts dedans, et là c'est un des derniers lots. Ça c'est un fonds marchand lyonnais qui a acheté en fait, un portefeuille de lots à Socotec pour 40 millions d'euros et qui ensuite redécoupe. Et ça c'est un privé qui avait acheté l'immeuble, je sais pas, il y a 30 ans, qui l'a complètement rénové et qui, à l'âge avançant, les enfants qui n'ont pas envie de s'en occuper préfèrent arbitrer et puis transformer cet actif-là en liquidité pour les enfants et après sortir du sujet. Parce que c'est pas forcément Moi je vois beaucoup de propriétaires qui ont des immeubles de famille, parfois l'immeuble est dans la famille depuis 50 ans, puis parfois même un siècle. Et puis l'âge avance, les gens vieillissent, il y en a souvent un ou deux qui pilotent un peu l'immeuble, la rénovation, les locataires, etc., ou l'interface avec le gestionnaire. Et puis les enfants derrière ou les autres frères et sœurs, les cousins, ils n'ont pas forcément envie de s'en occuper. Le problème c'est que s'il y en a un qui décède ou deux, on se retrouve avec une décision qui se faisait à 4, qui se fait peut-être à 8, puis à 12, et puis après, pour mettre tout le monde d'accord, c'est hyper compliqué. Donc quand ceux qui pilotent l'immeuble, à un moment se disent ok, on commence à vieillir, on est tous d'accord pour vendre, ils préfèrent arbitrer, transformer ça en liquidité, chacun fait ce qu'il veut, fait des donations d'enfants ou se repositionne sur l'immobilier, mais au moins on s'est libéré de la... C'est pas forcément un beau cadeau pour les enfants de laisser un actif, même si on se dit l'immobilier c'est solide, et quand vous êtes plusieurs dessus c'est plus compliqué. Donc nous on essaye d'accompagner ces gens-là et de transformer cet actif en liquidité et de le vendre à l'opérateur. C'est pour ça qu'on travaille avec un panel d'investisseurs et aussi nos agences qui elles vont glaner une clientèle locale. On essaye de trouver le bon investisseur et c'est pour ça qu'on travaille avec tout type de profil d'investisseurs, des petits, des gros, des fonds, des foncières, des patrons d'invest de compagnies d'assurance, des opérateurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux.
Parce qu'à chaque actif, on a l'acheteur qui va bien en fonction du profil d'actif et du projet qu'on peut y faire. Voilà, j'ai fini. Donc c'est extrêmement intéressant, donc j'ai l'impression qu'on va pouvoir travailler ensemble assez fortement, assez proche. Donc vous avez quelques questions, on a peut-être 2 ou 3 questions au maximum avant de passer à l'intervention suivante. Vous avez parlé des gros vendeurs qui ont plusieurs lots. Est-ce qu'il est possible de mettre en lien les gros vendeurs avec les gros acheteurs? C'est mon job. Oui, c'est-à-dire là où vous faites, ce que je comprenais, c'était le vendeur qui a plusieurs lots, c'était le vendre séparément. Et peut-être que nous, on est intéressé pour acheter l'ensemble de son portfolio. Alors, d'une manière générale, les vendeurs qui ont plusieurs lots, à part les banques, en général, les associations notamment, elles les ont au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'elles sont pas. Ça peut arriver. Je sais pas, c'est arrivé récemment, mais la plupart du temps, c'est voilà, elles ont peut-être 10-15 legs dans l'année, mais ça va s'étaler. Les banques, ça peut être le cas. Les banques peuvent avoir l'envie de faire un portefeuille sur un actif. Là, on est en train de réfléchir à un truc à Nevers. Il y a une banque qui a une trentaine de lots dans 4-5 immeubles à Nevers. Voilà, des apparts qui sont plus ou moins, certains en bon état, certains loués, certains vides. Et là, on va faire un portefeuille parce que c'est un marché qui est plus difficile, donc bon, à la découpe, ça va prendre des années, et donc ils préfèrent faire un portefeuille avec une belle décote, potentielle bonne renta, il y a du boulot à faire dessus. Mais voilà, on peut faire ça. Et là, on a vendu aussi pour une association qui avait récupéré une succession d'une dame qui avait 2 locaux commerciaux et 5-6 apparts à Paris. Et en fait, comme c'était avec des locataires qui avaient des situations un peu précaires, des biens qui étaient à rénover, des occupants sans titre, il y avait des trucs un peu particuliers. Donc plutôt que de vendre à la découpe, on a fait un portefeuille, on a vendu ça à un fonds marchand qui lui va faire le job. Ça peut être le cas, mais c'est plus rare, mais ça peut être le cas. Alors sur ces actifs-là, quand c'est un lot d'appart ou de maison classique, on le vend tout le temps avec les agences immobilières partenaires. Elles vont opérer la transaction. Quand c'est un immeuble, ou un portefeuille de lot, on le fait souvent avec les agences, mais on propose aussi à notre panel d'investisseurs qui potentiellement peut être aussi des gens qui nous apportent des dossiers. Parce que nous, on récupère parfois des immeubles de marchands. Là, typiquement, l'immeuble de Lyon, c'est un opérateur qui m'a acheté 3 actifs cette année et qui me dit tiens, j'ai cet actif-là. Donc voilà, on peut opérer, mais souvent, la plupart du temps, on s'appuie aussi sur les agences qui vont être drainées une clientèle locale. Parfois, c'est l'agence qui vend, parfois, c'est nous. Il n'y a que dans ce cas-là. Sinon, 99% de notre business, c'est fait avec des agences locales. C'est notre métier d'apporter du business aux agences. Une question ? Donc, plus de questions ? Sinon, on va attendre dans 1 heure, on va réseauter ensemble. Je suis en avance là, non ? Non, c'est bon, c'est parfait, on est là, on a les temps. Donc, on va passer au secret de l'immobilier, donc avec Soy Benjamin, que vous connaissez. Et donc,